grâce au digital, la connaissance du client s'avère de plus en plus précise, notamment via la data. On en a beaucoup parlé, on a parlé de la big data, smart data, et au final, il y a eu un peu aussi de déception. Mais bon, en fait, pas pour tout le monde, hein, en tout cas pour un certain nombre d'acteurs qui ont utilisé des nouveaux outils, je pense au Data Management Platform, mais qui au final ne savaient pas forcément bien l'optimiser. Mais pour vous, quels sont les enjeux autour de cette fameuse data pour piloter vos stratégies de communication? De quoi vous servez-vous? De quoi avez-vous besoin en termes de données? Alors en fait, il y a 3 gros challenges pour nous dans les années à venir. Il y a un, c'est justement la data, l'infrastructure data qu'il faut mettre en place, ou au moins qu'il faut savoir manier. La deuxième, c'est changer la manière de créer des contenus pour s'adapter aux nouveaux supports, à la data, à la programmatique, donc de manier à la fois la création et la data de manière combinée. Et la troisième, c'est la manière d'acheter du média, qui aussi est en train de se transformer. Sur la data, ce qui nous intéresse dans un premier temps, c'est déjà d'apprendre. Donc c'est de voir qui sont en fait nos clients. Parce que les constructeurs automobiles, et je ne parle pas juste pour Renault, sont un peu des mastodontes, on va dire un peu des dinosaures quand il s'agit de l'informatique, parce que nos systèmes ont grandi de manière organique, pays par pays, système par système. Les systèmes se parlent très peu. Donc contrairement aux pure players où tout a été prévu dès le début, on sait finalement encore relativement peu sur nos clients, aussi parce que nous avons l'intermédiaire des concessionnaires, hein, donc la donnée n'arrive pas directement chez nous. La première chose, c'est d'apprendre à connaître nos clients et d'apprendre aussi les comportements en ligne et les choses qui plaisent pas, ça nous permet aussi de tester. La deuxième, derrière, c'est un ciblage évidemment plus précis, hein, soit en y allant nous-mêmes, soit en nous servant de certains des géants des pure players pour leur donner des informations sur nos clients et leur demander de nous donner tous les profils similaires, de quelque part les miroiter pour arriver à cibler nos clients. Donc la donnée, elle est là. Le vrai challenge, il arrive quand il faut intégrer cette donnée externe. Vous parliez de la DMP, donc vous avez les DMP qui sont externes, qui permettent de déjà pas mal cibler en externe. Mais le jour où on veut raccrocher ça à nos systèmes, c'est là où ça devient compliqué. On en est au tout début. Mais la donnée devient un élément très important aussi dans l'automobile. C'est ce qu'on appelle juste l'interopérabilité entre systèmes, voilà, entre vos systèmes maison et les systèmes externes venant des fameux pure players technologiques. Parce que nous avons la chance d'avoir énormément de données grâce aux voitures connectées, et ça va augmenter. Donc quelque part, derrière, l'idée c'est déjà pouvoir cibler un client différemment d'un prospect. Donc ça c'est basique, vous n'avez pas besoin vraiment d'une interopérabilité. Par contre, à partir du moment où vous voulez traiter un client qui roule peu différemment d'un client qui roule beaucoup, de proposer à mamie qui fait que 30 km par mois, de lui proposer de rouler plutôt en électrique et à l'inverse, de proposer au commercial qui fait 300 000 km par an plein d'accessoires ou de changer les voitures ou de monter en gamme, c'est là où ça se complique et c'est là où on en est encore au tout début. Alors justement, les pure players sont au cœur de la transformation digitale, on est tous d'accord là-dessus, mais je me fais à nouveau encore l'avocat du diable. Derrière ce terme de transformation digitale, on sent souvent comme une sorte d'anxiété de la part des acteurs historiques du tissu économique, les fameux brick and mortar. Comment ne plus subir le mouvement de la transformation digitale, mais être partie prenante? Comment chez vous, Renault, vous essayez non pas de vous raccrocher au wagon, mais peut-être d'en lancer un nouveau, quoi? On parle beaucoup de voitures connectées, etc. Comment vous pouvez devenir leader sur ces questions? Alors, c'est vrai que je pense que le challenge des pure players qui est devant nous est au moins aussi important que celui devant lequel se trouvent les médias. La manière de l'approcher, c'est de transformer l'industrie en phase avec le changement de comportement des consommateurs. Ce qui est un vrai challenge pour nous, c'est moins l'arrivée de nouveaux players que le changement des comportements et le changement de la manière de consommer notre produit. Donc quelque part, quand vous... le danger,
il vient du fait que les personnes risquent de moins conduire, risquent de moins vouloir conduire elles-mêmes, les gens vont habiter de plus en plus dans les grandes villes, hein, on parle de 80% à 2050 au niveau mondial, donc vous avez des changements dans la société et dans le comportement des consommateurs qui font qu'on doit évoluer. Le groupe Renault, au sein de l'alliance Renault-Nissan, s'y prépare en se lançant dans l'électrique depuis 5 ans et on est leader mondiaux sur l'électrique, à la fois en Europe mais aussi au niveau mondial avec Renault-Nissan. C'est en se lançant dans les voitures autonomes pour répondre justement à des nouvelles questions de mobilité, et aussi d'expérimenter différents modes de consommation de la mobilité. Parce qu'on les voit venir et on doit avoir des réponses à toutes ces questions-là. Mais derrière, c'est vrai que on ne voit pas la voiture traditionnelle disparaître demain tout de suite. D'accord, moi ça a le mérite d'être clair. Je vais terminer, on a encore 3 questions qui sont en fait 3 questions sur l'industrie publicitaire telle qu'il a fonctionné avant et qui, selon vous, pourrait fonctionner plus tard. Par exemple, ces derniers temps, il est beaucoup question de désintermédiation entre les agences et les annonceurs, notamment en raison de la prolifération de tout ce qui est technologie publicitaire qui peuvent rendre les annonceurs plus autonomes. Un exemple, c'est par exemple Google AdWords, qui existe depuis plus de 15 ans maintenant et qui a permis à tout à chacun, que ce soit gros annonceur ou petit, de pouvoir gérer directement son achat d'espace sur les mots-clés. Comment voyez-vous cette fameuse désintermédiation, puisque la technologie est partout et que par essence technologie, qui dit technologie, dit augmentation de la productivité, de l'efficacité et donc plus d'économie. Et donc pour vous, Renault, quels seraient vos nouveaux rapports avec une agence, sachant que peut-être, potentiellement, théoriquement, vous pouvez tout faire tout seul, grâce aux techno? Le risque, il est réel. Le risque, il est réel. Cela dit, je suis pas sûr que ça soit dans l'intérêt des annonceurs de commencer à tout faire eux-mêmes. La technologie apporte certes des nouvelles possibilités et de la nouvelle efficacité, mais apporte aussi une énorme complexité. Et quelque part, je vois les agences aujourd'hui comme mes aides à la navigation dans cet univers complexe et difficile. Je ne vous cache pas qu'il est évident que dans la programmatique, vous avez aujourd'hui tellement d'intermédiaires. Certaines études disent que uniquement 40% de l'investissement média arrive finalement vraiment au support. Je pense qu'il y a encore de quoi optimiser toute cette chaîne et il va y avoir des dégâts, c'est certain. Il est envisageable qu'un jour on lance notre propre trading desk si ça se simplifie. Il est vrai qu'on est approché par toutes sortes de consultants qui sont nouveaux dans cet univers, qui avant ne maîtrisaient pas du tout ces domaines-là et qui aujourd'hui viennent apporter un conseil sur ces métiers-là. Je ne vois pas ça. Je pense que les agences publicitaires ont comme vrai USP la création, et tant qu'elles auront ça, elles seront protégées. Et les agences médias, elles ont quelque part un savoir-faire de conseil qui aujourd'hui, je pense, les protège, en tout cas les grandes, d'une désintermédiation imminente. Alors justement, le risque est réel. Vous l'avez évoqué dans votre réponse, c'est il y a un nouveau phénomène, c'est de voir arriver au sein des sociétés de conseil, je pense à Accenture, de plus en plus d'anciens managers d'agences de publicité. Mathieu Morgenstern, par exemple, s'il n'est pas là, mais en tout cas s'il nous écoute, je le salue. Comment vous allez interagir avec ce type de société? Est-ce que c'est la communication qui va s'en occuper? Est-ce que c'est les équipes plutôt institutionnelles sur les organisations, ceux qui sont en charge des organisations au sein de l'entreprise Renault qui vont gérer ce type de relations? Comment ça va se passer? En fait, ma question est, avec l'arrivée de plus en plus forte des sociétés de conseil qui concurrencent de plus en plus sur la notion de conseil les agences publicitaires ou les agences de communication, quel serait, d'après vous, le choix d'un annonceur tel que vous? Est-ce qu'il faut prendre la copie plutôt que l'original? En termes de conseils, à qui vous allez vous adresser, notamment sur le digital? Je pense qu'un peu comme à la pharmacie, quand vous allez sur les génériques, je pense que le risque, il est sur toutes les tâches de faible valeur ajoutée.
Donc je vous donne un exemple, Accenture et d'autres proposent par exemple maintenant de faire pour nous tout ce qui est faible valeur ajoutée d'adaptation de la création. Donc pas la création elle-même, ça ils n'y sont pas encore, et quand je vois les consultants, je ne les vois pas tout de suite non plus encore dans la création, mais sur tout ce qui est adaptation pour tous les pays, sur tout ce qui est création de templates, de programmatique. Donc quelque part, c'est l'industrialisation de la création. Sur toutes ces tâches-là, ils essayent d'entrer sur le terrain. Sur le média, pareil, sur la partie mécanique de la programmatique, ils ont un rôle à jouer. L'avantage qu'ont les consultants, c'est que quelque part, ils vont être considérés comme plus neutres. Donc quand un BCG arrive et dit sur la programmatique, vous pouvez économiser facile 30% grâce à la programmatique, ils ne sont pas partie prenante, donc le management va probablement être plus enclin de les croire. Inversement, dès qu'il va s'agir de gérer tout ça, je pense qu'ils vont perdre en crédibilité. Donc je pense qu'il y a des missions de conseil, et ce n'est pas étonnant qu'ils fassent venir certains experts aussi pour augmenter la crédibilité. Quand il s'agit de la gestion au quotidien, je ne les vois pas encore tout de suite sur ce terrain-là. Très bien. Dernière question, même si on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, c'est le rôle des médias historiques par rapport au fameux duopole Facebook-Google. Mis à part ce conseil de service que vous avez évoqué tout à l'heure et de globalisation dans les rapports avec les grands groupes comme les vôtres, qu'est-ce que vous conseilleriez à des médias plus locaux dans le domaine de la presse, dans le domaine de la télévision, pour justement résister, on va dire, à cette déferlante digitale et notamment, c'est pas moi qui l'ai dit, ces fameux barbares dont il était question tout à l'heure lorsqu'on parlait des acteurs des médias sociaux notamment. On ne va pas chez Facebook ou chez Google parce qu'on aime Facebook ou Google. On y va parce que les consommateurs y sont. Et si les consommateurs y sont, c'est parce que les comportements changent et la manière de consommer de l'information change. Donc le meilleur conseil à donner aux médias plus traditionnels, c'est de se mettre à l'heure des nouveaux consommateurs, tout comme tout à l'heure on parlait de l'automobile. Je pense que ça ne sert à rien d'essayer de se braquer contre le consommateur. Le consommateur, il va là où il a envie d'aller. Donc à partir du moment où les anciens médias proposent quelque chose d'acceptable et d'intéressant, et ils ont pour eux de fortes marques, on a vu dans une des premières présentations tout à l'heure quand même de grandes marques de médias, je pense qu'il y a quand même un argument fort, même par rapport à des Facebook et des Google. Le problème, ça va être le rapport de force, je pense, en termes de taille. Et c'est là où on voit naître quelques initiatives de groupes de médias qui se groupent justement pour avoir un pouvoir de négociation pour que potentiellement, si leur marque est consommée à travers un Google ou un Facebook, le revenue sharing, le partage des revenus, soit quand même à peu près équitable. Mais quelque part, nous, on suit là où va le consommateur et on suit le média qui nous permet de l'atteindre de la manière la plus efficace. Et comme je disais au début, on est encore loin de tout mettre chez Facebook et chez Google, puisqu'on met juste 25 à 40% de nos investissements dans le digital. Tout le reste est quand même encore dans le traditionnel. Merci Bastien, ce fut très sympa. Merci beaucoup.